Tu veux connaître une épave engloutie? Une vraie? Allez, prends ton gilet de sauvetage et viens plonger avec moi. Bienvenue dans le Pacifique Sud. Non, pas Bora Bora ni Tahiti. Plus discret, plus sauvage. Aujourd'hui, direction le Vanuatu, un archipel de 83 îles perdu entre l'Australie et les Fidji. Un coin de paradis méconnu, mais avec une histoire digne d'un film hollywoodien. Son nom d'origine? Les Nouvelles-Hébrides. Un nom donné par les colons européens parce que... pourquoi pas, c'était la grande mode de tout renommer. Mais ce n'est pas pour ces plages qu'on est là, c'est pour une épave mythique, posée au fond de l'océan comme une cathédrale engloutie, le SS Président Coolidge. Mais avant de sombrer dans l'histoire, petit arrêt sur le nom du bateau, SS Président Coolidge. Et là tout de suite, question piège, c'est quoi le SS? Non, ce n'est pas un modèle de voiture ou une abréviation fashion. Le SS, c'est le diminutif de Steamship, autrement dit, navire à vapeur. Une dénomination courante au début du XXe siècle pour les grands bateaux civils propulsés par des machines à vapeur. En clair, le SS Président Coolidge, c'était un palace flottant, un colosse de 200 mètres de long, conçu pour transporter de riches Américains à travers l'océan Pacifique, dans une ambiance feutrée de velours, de marbre et de serveurs en gants blancs. Son nom rend hommage à Calvin Coolidge, président des États-Unis entre 1923 et 1929. Un homme discret, mais manifestement suffisamment célèbre pour qu'on lui consacre un paquebot de luxe. Imaginez un peu, une salle de bal, des escaliers en acajou, des salons fumeurs d'une bibliothèque, une salle de bain avec baignoire en porcelaine pour la suite présidentielle. Bref, tout sauf un navire de guerre. Enfin, jusqu'à ce que le destin en décide autrement. Pendant les années 30, le SS Président Coolidge sillonne le Pacifique dans une ambiance feutrée de jazz et de cocktails à base de gin. On y dîne en smoking, on y lit The New York Times, on y discute politique internationale entre deux tranches de saumon fumé. Mais voilà, en 1941, la musique s'arrête net. Les États-Unis entrent dans la Seconde Guerre mondiale après l'attaque de Pearl Harbor et l'armée a besoin de moyens logistiques rapides, massifs et flottants. Devine quoi? Le Coolidge est grand, rapide, fiable, parfait pour transporter des soldats au lieu de millionnaires. L'US Army réquisitionne donc le paquebot et le transforme en toute vitesse en transport de troupes. Adieu vaisselle en porcelaine, bonjour ration militaire. On démonte les fauteuils, on installe des hamacs, on supprime la salle de bal et on y entasse ce qu'il faut pour soutenir les campagnes du Pacifique. Armes, chips, canons, matériel médical, etc. etc. et 5340 soldats. Et on ne parle pas de 3 caisses de munitions. Le SS Président Coolidge devient un monstre logistique avec dans ses cales des véhicules militaires, des stocks de vivres, des médicaments, des armes lourdes et même une moto Harley-Davidson tranquillement attachée dans une soute. Oui, parce qu'il faut toujours pouvoir faire le kéké sur une plage occupée. Le luxe n'est plus qu'un lointain souvenir. Les couloirs résonnent de bottes militaires et les cabines sont désormais des dortoirs collectifs. Mais le Coolidge tient le choc. Il effectue plusieurs traversées, transporte hommes et matériel vers des bases stratégiques dans le Pacifique. Et comme souvent dans les grandes tragédies, tout se passe bien, jusqu'au jour où tout part en vrille. En octobre 1942, le SS Président Coolidge quitte la Californie en direction d'une petite île du Pacifique Sud appelée Espiritu Santo, dans ce qui est aujourd'hui le Vanuatu. Mission, acheminer un maximum de troupes et d'équipements pour renforcer la base américaine sur place. Le climat est tendu, la guerre fait rage. Chaque jour, des sous-marins japonais traquent les navires américains. La consigne est simple, arriver vite, discrètement et sans faire de vagues. Mais ce que personne n'a dit au capitaine James Nelson, c'est que la baie d'Espiritu Santo a été récemment minée par les Américains eux-mêmes. Une mesure de protection contre d'éventuelles intrusions japonaises. Et le message crucial, attention mine sous-marine dans la baie, ne lui est jamais parvenu. Résultat, le SS Président Coolidge s'apprête à entrer paisiblement dans le port en activant sans le savoir une partie de la ligne de mine alliée. Et ce qui devait être une arrivée stratégique vire au désastre en 2 explosions. Le 26 octobre 1942, à l'aube, le SS Président Coolidge approche de la baie de Luganville, sur l'île d'Espiritu Santo. La mer est calme, les hommes fatigués mais confiants. À bord, plus de 5000 soldats américains se préparent à débarquer sur cette terre inconnue, encore marquée par la jungle et la moiteur tropicale. Ils ne savent pas encore que l'ennemi du jour ne sera pas japonais, mais américain et invisible. À 9h30, alors que le navire entame son entrée dans la baie, 2 explosions sourdes retentissent. Le Coolidge vient de heurter 2 mines alliées. L'une frappe la soude moteur, l'autre touche le réservoir à mazout. Pas d'explosion spectaculaire façon film hollywoodien. Non, c'est plus discret, plus insidieux,
mais tout aussi fatale. À bord, c'est la panique. Les lumières vacillent, les moteurs s'arrêtent et l'odeur du carburant envahit les couloirs. Mais le capitaine James Nelson garde son sang-froid. Plutôt que d'abandonner le navire en mer, il donne un ordre inhabituel, audacieux et désespéré. Échoué le paquebot sur la plage, il tourne la barre à fond, fait pivoter le navire de ses 200 mètres de long vers la côte. Le but, le faire reposer à moitié sur la terre ferme pour éviter un naufrage total et faciliter l'évacuation. C'est une course contre la montre. Le navire prend l'eau, les cales se remplissent, mais il avance encore, lentement, comme un animal blessé qui cherche un dernier refuge. Le Coolidge touche presque la côte, mais il est trop lourd. À quelques centaines de mètres de la plage, il s'immobilise, puis commence à pencher sur le tribord. Le métal gémit, les objets glissent, les couloirs deviennent des pièges en pente. Les ordres fusent. Tout le monde évacue, ne prenez rien, juste les gilets de sauvetage. Un jeune soldat racontera plus tard qu'il a sauté à l'eau en caleçon, sans chaussures, en laissant derrière lui son sac, son fusil et sa ration de chocolat. Le vrai drame, finalement. À moins de 90 minutes, le géant s'enfonce, lentement, sans hurlement de tôle. Le navire se couche doucement sur le flanc, comme s'il s'endormait dans les profondeurs. Grâce à l'évacuation rapide, tous les hommes, ou presque, sont sauvés. 2 morts seulement sont recensés ce jour-là. Un ingénieur resté dans la salle des machines et un médecin militaire qui a refusé d'abandonner l'infirmerie. 2 vies perdues et une épave de légende qui venait de naître. Le SS Président Coolidge repose désormais à quelques dizaines de mètres de la côte, incliné sur son flanc tribord à une profondeur variant de 20 à 60 mètres. Une cathédrale d'acier silencieuse, figée à jamais dans un instant de chaos figé. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Ce n'est que le début de sa seconde vie, celle d'un sanctuaire oublié, redécouvert par les plongeurs quelques décennies plus tard. Il repose là, allongé sur le flanc, à quelques dizaines de mètres seulement du rivage. On ne le voit pas de la surface, mais sous l'eau. C'est un colosse endormi que l'on découvre. Le SS Président Coolidge n'est pas qu'une épave, c'est une file fantôme figée dans le silence liquide. Pour y accéder, on enfile combinaison, détendeur et lampe étanche. Puis on s'enfonce dans l'eau tiède du Pacifique. Les premières minutes sont calmes, du sable blanc, quelques poissons papillons, des algues qui ondulent, et puis soudain, il est là. Comme un immeuble couché avec ses hublots vides, ses rambardes tordues, ses tôles recouvertes de corail. Le Coolidge s'étend de 20 à 60 mètres de profondeur selon les parties visitées. On commence souvent par la proue, encore majestueuse. Les ancres sont visibles, massives. Puis, on glisse le long de la coque. Tout est gigantesque, surréaliste. Des canons pointent encore vers le néant. On croise encore un casque, une jeep, un lavabo suspendu dans le vide. Dans les coursives, les plongeurs avancent en file. Certains corridors sont encore intacts. On y voit les carrelages d'origine, les lits métalliques des soldats, les placards rouillés. À chaque recoin, les objets figés dans le temps, un téléphone, un masque à gaz, des boîtes de morphine. Et puis, il y a elle, la plus célèbre relique du Coolidge. Dans une salle de bain effondrée, près d'une cloison effacée, une lumière tamisée éclaire une petite statue. Les plongeurs l'appellent The Lady. On raconte que cette statuette décorait la salle des premières classes. Aujourd'hui, elle est devenue une icône, un repère, presque une gardienne du lieu. Autour d'elle, la vie marine a repris ses droits. Des murènes glissent entre les casques, des poissons scorpions se camouflent dans les tiroirs ouverts, des tortues viennent parfois dormir dans les soutes. Mais ici, on ne plonge pas seulement pour les poissons, on plonge pour l'histoire. Le Coolidge, c'est un musée submergé, une cathédrale engloutie. Chaque bulle qu'on expire remonte comme une prière, une mémoire, un murmure d'époque. Mais attention, ce n'est pas une plongée pour débutants. À plus de 40 mètres, la saute peut commencer à troubler l'esprit. Les mouvements doivent être lents, maîtrisés. Le danger n'est pas l'épave, c'est de l'oublier. Le SS Président Coolidge dort depuis plus de 80 ans au fond de cette baie paisible du Vanuatu. Il ne fait plus de bruit, il ne transporte plus personne, mais il raconte tout. Chaque boulon, chaque latte de bois rongée, chaque objet figé dans la rouille murmure une histoire. Celle d'un monde en guerre, d'un ordre mal transmis, d'un naufrage sans ennemi. Sous l'eau, le temps a suspendu sa marche. Le métal s'est couvert de vie, les armes sont devenues des abris, et la Lady veille encore dans son silence d'ivoire. On plonge ici comme on entre dans un lieu sacré, avec respect, avec lenteur. Et en remontant, on laisse derrière soi non pas une épave, mais un monument englouti. Un rappel discret, mais puissant, que parfois l'histoire ne fait pas de bruit quand elle sombre. Si cette plongée dans le silence des abysses t'a touché, n'oublie pas de t'abonner, de liker cette vidéo et de la partager autour de toi. Et dis-moi en commentaire, oserais-tu descendre à 60 mètres pour visiter le Coolidge? Allez, à bientôt sur une nouvelle plongée.